Donnez-moi une idée pour l'intro. Et s'il y a une bonne idée, je le fais. Sinon, on fait une intro basique toute pourrie. À imitation de Macron. Ah, je sais pas, comment il parle Macron? C'est quoi son truc? Non, c'est pas du tout ça. Vous notez mon imitation de Macron sur 20. Macron. Putain, à chaque fois je dis Macron. J'ai rien qui vient, j'ai même pas une phrase. Des choses très concrètes. Putain. Putain, c'est nul. La poudre de perlimpinpin. Y'a rien, y'a pas une seconde de Macron. Putain, c'est catastrophe. Et bonjour YouTube, merci d'être avec nous, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, à toutes les personnes qui lâchent des pouces en l'air, qui commentent et qui envoient de la force à la chaîne, vous êtes extraordinaires. On est bientôt plus nombreux et nombreuses sur ma page YouTube que sur ma page TikTok, que j'ai pourtant depuis, je sais pas, 3 ans au moins. Donc vraiment, c'est incroyable, merci encore. Aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un sujet assez intéressant, on va parler de la fast fashion, on va parler de l'entreprise Shein, et pour ça, on va regarder une passe d'armes médiatique, celle entre le journaliste Hugo Clément et le président Emmanuel Macron, mais on va aller bien plus loin que leur petit débat télévisé, puisqu'on va essayer d'aller creuser autour de ce que signifie la fast fashion, pourquoi est-ce qu'on achète autant d'habits pas chers et merdiques, et que fait à la planète cette habitude de consommation, et c'est maintenant. Ça se prononce Shein, pas Shine. Ah merde. Vous savez quoi, merde. Bon, on me dit que ça se dit pas Shine et que ça se dit Shein, voilà, donc merde, je prononcerai comme j'ai envie, et de toute façon je vous emmerde. Début de la vidéo. La vidéo, c'est Hugo Clément qui interpelle Emmanuel Macron sur le plateau de France Télé sur la question du coup de l'entreprise Shein, qui est une entreprise de fast fashion dans laquelle travaille Christophe Castaner. Et justement, qu'est-ce que vous dites à cet homme que vous connaissez bien, qui a été l'un de vos proches, il a même été votre ministre de l'Intérieur. Non, mais le mettez pas au pilori. C'est Christophe Castaner, et aujourd'hui, il travaille pour Shein. Ouais. Effectivement, il y a un problème autour de Christophe Castaner. Selon Le Monde, cette année, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, donc le gendarme des lobbies en quelque sorte, a émis un signalement sur l'entreprise Shein, que je prononce Shine, mais apparemment on dit Shein, et ses liens avec justement un ancien ministre, Christophe Castaner, parce qu'il se trouve que cette année il y a une loi qui était discutée à l'Assemblée, qui pouvait impacter les ventes de Shein en France et qui devait être votée. Et pour lutter contre ça, Shein a incidemment nommé un certain nombre de représentants politiques français dans son entreprise, notamment l'ancienne secrétaire d'État de Jacques Chirac, Nicole Gage, l'ex-dirigeant du MEDEF Bernard Spitz et l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le rôle de ces personnes étant, je cite officiellement, de conseiller Shein en matière de responsabilité sociale et environnementale. Alors évidemment, ces 3 personnes ont en commun de ne jamais avoir eu de près ou de loin la moindre responsabilité sur des questions environnementales concrètes. Par contre, ils ont toutes et tous un immense carnet d'adresses, notamment à droite, ce qui a pu faire pencher pas mal la balance au moment de la construction de la loi et d'un vote assez crucial. Je cite un article de Libération qui dit « Avec ses personnalités rodées aux négociations, le groupe pèse dans le débat depuis les coulisses des tribunes parlementaires. » Ce genre de situation, ça pose des enjeux démocratiques. Ça veut dire que, est-ce qu'on vit à un moment donné dans une société où on a des gens qui sont aux manettes pendant un moment, qui sont censés défendre l'intérêt commun, et qui, à la seconde où ils sortent de leur ministère, alors même que leur majorité est toujours en place, peuvent aller se recycler dans n'importe quelle grande entreprise et se mettre à défendre des intérêts privés en utilisant leur carnet d'adresses et leur ancienne position de pouvoir pour faire pencher la balance au profit d'entreprises qui n'ont pas du tout en tête le bien commun. Donc il y a un enjeu démocratique assez important, et je trouve ça intéressant que Hugo Clément il vienne interpeller Macron sur le plateau de France 2 pour poser cette question-là, surtout que là on est dans une situation très particulière où c'est pas du pantouflage. Le pantouflage, ce serait aller se recycler derrière dans un truc privé et toucher de l'argent. Mais là, on comprend bien que c'est une forme de lobby. On comprend bien que nommer quelqu'un comme Castaner, qui est un ancien ministre, qui a beaucoup de pouvoir, qui a énormément de réseaux dans la Macronie qui est toujours aujourd'hui aux commandes en France, c'est une manière pour Shein d'essayer d'influencer
la politique française, d'influencer des décisions qui sont censées être faites par et pour le peuple. Donc c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Il y a rien qui vous gêne? C'est un peu nul ce que vous faites. Non, c'est pas nul. Si, c'est un peu nul. Je vous le dis par rapport au débat. Pardon. D'abord parce que c'est une question légitime. Il a été ministre de l'Intérieur. Il travaille aujourd'hui pour Chine. C'est vrai, mais d'accord. Mais il a été ministre de l'Intérieur il y a X années. C'est un homme maintenant libre. Il a donné beaucoup de son temps, de son énergie à la chose publique. Oui, non, parce qu'il est en même temps président du Grand Port de Marseille, donc il était avec moi pour aider à électrifier et décarboner le Grand Port de Marseille. Et sur Chine, vous en avez pas parlé avec lui? J'en ai pas parlé parce que c'est sa vie, c'est pas la mienne, et c'est pas parce qu'il est de Chine que ça changera quelque chose au schmilblick. Ah bah quand même. C'est très agressif la réponse de Macron. On voit une vraie colère dans sa réaction, mais au fond, il contourne le problème avec ce style habituel des macronistes, qui est que évidemment que quelqu'un qui a été aux responsabilités, que quelqu'un qui a des liens aussi nets et forts avec la Macronie, qui se retrouve dans cette position de lobbyiste pour une grande multinationale comme Chine, peut avoir un effet d'influence délétère pour l'intégralité de la population française, s'il fait pencher la balance, non plus du côté de ce qui est notre intérêt collectif, et plutôt du côté du pognon, quoi. Détourner la phrase en mode oui, mais c'est bon, aujourd'hui il est libre, c'était il y a longtemps, etc. Déjà, c'était pas il y a si longtemps, on était toujours sous Emmanuel Macron. Et derrière, au fond, il y a quand même cette question de est-ce normal, au moment du vote d'une loi aussi importante, d'avoir d'anciens responsables politiques qui sont mis comme ça à des postes pas très clairs et dont, je le redis, c'est ce que disait Libération, et dont on a nettement l'impression que leur rôle, c'est de faire bouger le débat dans les coulisses des tribunes parlementaires. Vous êtes en train de dire qu'il faut lutter contre Chine et contre la fast fashion, je dis que il y a chacun... un de vos anciens fidèles qui travaille pour eux. Non, mais en vrai, si vous voulez mettre des gens en pilori, ce que vous êtes en train de faire en pilori, si vous passez son image à l'écran, on pose la question. Je trouve ça juste nul par rapport au débat. C'est un ancien ministre d'État, il travaille désormais pour un géant de la fast fashion, c'est légitime de poser la question. On a une haute autorité de la transparence de la vie publique, qui est déjà, par rapport à tous les pays du monde, qui fait que tous les ministres, tous les parlementaires, tous les maires, tous ceux qui servent la République, c'est très compliqué de retrouver une vie normale pour eux dans leur secteur d'activité. Moi, je trouve la question, mais si peu agressive, si peu violente. Et la réaction de Macron, elle est tout de suite au quart de tour. Vraiment, ils ont un souci, les macronistes, avec la moindre contradiction. Mais ça se voit d'ailleurs avec ce qui se passe chez France Télé, notamment ce qui se passe avec Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix, qui est donc une journaliste de France Télé, qui, soyons clairs, n'est pas la plus féroce, c'est pas Edwy Plenel, quoi, tu vois. Et apparemment, elle se ferait remplacer actuellement parce qu'elle est considérée comme trop offensive avec les politiques. Vraiment, c'est ouf. Je suis pas là pour le juger lui. Et donc, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat un peu stigmatisant et un peu personnel. Je trouve que les débats méritent mieux que ça. Juste, je rappelle pourquoi on en veut à Castaner. La gestion sécuritaire des gilets jaunes par Castaner a conduit à ce que des gens meurent. L'explosion des violences policières, etc., ça a été le fruit des politiques menées par son ministère. Des affaires comme l'affaire Zineb Redouane, l'affaire Steve, l'affaire Cédric Chouviat, etc., et tout, c'était fait sous Castaner, ministre de l'Intérieur. Donc c'est bien gentil de nous sortir le tir-larme pour lui maintenant il va travailler pour une atroce multinationale. Vous allez voir, on va en parler, qui détruit tout. Mais voilà, je tiens juste à rappeler qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui a les intérêts du peuple, on va dire, chevillés au corps et qui a l'air de beaucoup plus faire passer sa carrière avant tout le reste et qui n'a jamais été tenu vraiment, je trouve, assez responsable pour la gravité des choses dont il a été, en tout cas, l'artisan. On va revenir sur Chine, parce qu'on n'est pas là pour faire non plus le procès de Castaner. Attention, nous ne sommes pas dans les procès d'intention, on n'est pas ce genre de personne. Aujourd'hui, il y a un énorme débat sur la question de la fast fashion. Selon un rapport d'activité de Refashion, on a un énorme problème sur la vente de vêtements. Rien qu'en 2022, 3,3 milliards de vêtements ont été mis sur le marché en France, soit plus de 48 vêtements par habitant. C'est énorme. Des chiffres qui sont confirmés par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat et qui nous montrent qu'aujourd'hui, dans notre consommation de vêtements, on est juste beaucoup trop haut et que c'est absolument anormal. Et Chine apparaît comme un symbole de ça. C'est une des grandes marques de l'ultra fast fashion. Donc forcément, quand on parle d'agir sur ces sujets-là, l'entreprise, elle est tout de suite sous les projecteurs. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la
production de vêtements. En fait, cette surproduction, elle est favorisée par des entreprises qui cherchent à vendre le plus possible de fringues en jouant sur un renouvellement un peu constant des collections. En gros, il faut imaginer qu'avant, une marque, c'était 2 collections par an. Vous aviez la collection d'été, la collection d'hiver. En été, les shorts, en hiver, les doudounes. Vous achetiez le pantalon, le t-shirt, peut-être quelques vêtements. Hein. Attention, je ne dis pas qu'on n'avait qu'une tenue par an, faut pas déconner, mais moins. Sauf qu'aujourd'hui, le système a complètement changé et c'est devenu beaucoup plus, on va dire, hors de contrôle d'une certaine manière. Selon l'ONG Les Amis de la Terre, une marque comme Shein, justement, eh bien, elle ajoute sur son site plus de 7200 nouveaux modèles de vêtements par jour en moyenne. Des chiffres qui atteignent parfois 10 800 nouveaux modèles dans une seule journée. L'ONG Les Amis de la Terre explique, avec un ajout moyen de 7200 nouveaux modèles par jour, c'est au minimum 1 million de vêtements produits par jour. C'est gigantesque. La logique commerciale derrière, elle n'est pas très compliquée à comprendre. C'est que avant, quand tu créais 2 collections par an, une fois qu'un consommateur avait acheté la nouvelle chemise et le nouveau pantalon un peu à la mode, machin, etc., il revenait plus acheter chez toi. Il avait acheté son truc de l'année et c'était fini. Il revenait en hiver, quoi. Mais si tu changes de système et que tu produis en flux tendu, en copiant tout ce qui marche ailleurs dans le monde pour le refaire en version moins chère, tu vends énormément toute l'année et sans jamais t'arrêter. Et le seul problème, évidemment, c'est que c'est un espèce de désastre écologique. L'ONG les Amis de la Terre explique que la production de vêtements de Shein produirait entre 15 000 et 20 000 tonnes de CO2 par an. Selon l'ONG Oxfam, entre 2 et 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont produites par l'industrie textile chaque année. D'ici 2030, les émissions de CO2 du secteur atteindront près de 2,7 milliards de tonnes par an, soit l'équivalent des émissions annuelles de 230 millions de voitures en circulation. C'est un énorme souci écologique et en plus aussi un énorme souci du point de vue social, puisque l'industrie du textile jetable, elle est aussi régulièrement citée dans des scandales d'exploitation d'enfants, de femmes, de personnes fragiles ou pauvres et plus généralement, elle est aussi énormément citée pour dénoncer des conditions de travail qui sont indécentes, voire dangereuses pour la vie des personnes qui bossent et qui sont en fait pour ces grosses entreprises la seule manière de garantir le bas coût de leurs produits et donc la rentabilité sur le long terme. Et la question qu'on peut se poser dans un premier temps, c'est oui, cette entreprise, elle fait ça. Mais si elle fait ça, c'est bien qu'il y a des gens qui achètent. Donc pourquoi est-ce que nous, on achète ? Est-ce que nous toutes et nous tous, on est des espèces de monstres qui n'en ont rien à foutre de rien, on s'en fout de la planète, on s'en fout des gens qui sont exploités à l'autre bout du monde, etc., etc. Et vous allez voir que la réponse, elle est quand même assez complexe et qu'il ne faut pas la renvoyer à juste une petite irresponsabilité individuelle. C'est plus compliqué que ça. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que dans le cas de Shein, l'offre fabrique en partie la demande. En fait, en produisant une offre délirante et vraiment pas chère, Shein va alimenter une demande de consommateurs qui en veulent toujours un peu plus et forcément à moindre coût, puisque on doit acheter plus d'habits, donc il faut que ces habits soient moins chers, puisqu'on a un budget vêtements qui n'a pas forcément, lui, augmenté. Et ça change complètement notre rapport aux vêtements. En gros, avant, si vous aviez vu chez, par exemple, Gucci, un super modèle de t-shirt. Imaginons le t-shirt de vos rêves. Un t-shirt à col en V, mais qui descend jusqu'au nombril. Vous êtes là, vous avez vu ça, vous êtes là. Waouh, c'est le t-shirt que j'ai toujours voulu. Et vous le voyez à la télé sur un chanteur hyper stylé. Bon, vous vous dites, ah, mais je veux ce t-shirt. Je le veux. Le col en V jusqu'au nombril, le rêve d'une vie, quoi. Bon, avant, tu voyais ce t-shirt, t'allais vite fait jeter un œil sur le site internet de Gucci, si t'es à l'époque d'internet. Avant qu'il y ait internet, tu pouvais même pas parce qu'il n'y avait pas de magasin Gucci là où t'habitais, donc tu pouvais pas vérifier. T'allais voir par curiosité et tu voyais le prix d'un t-shirt Gucci. Donc, je suis allé voir vite fait. Je suis allé jeter un œil, j'avoue, je suis allé voir combien coûte un t-shirt chez Gucci. 1650 €. 1650 €. Le premier t-shirt que j'ai vu sur le site. 1650 €. Bon! T'es au SMIC, tu vois ça, tu te dis j'ai le choix entre payer mon loyer, manger ou avoir le t-shirt à col en V. Je vais peut-être choisir de satisfaire mes besoins physionomiques basiques et ainsi ne pas décéder, même si peut-être que j'aurais pu mourir avec un très beau t-shirt. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça a changé. Ton t-shirt, là,
que tu as vu chez Gucci, le beau t-shirt Gucci, ben en fait, tu peux te l'acheter, mais pas la version Gucci. Tu peux trouver sur un site internet, par exemple un site qui s'appellerait par exemple Shein, une version à 10 balles qui ressemble vraiment pas mal, que tu vas pouvoir porter et que tu vas pouvoir mettre. Le truc avant, c'est que quand tu t'étais dit ok, le t-shirt Gucci il est trop cher. Finalement, mon t-shirt La Redoute collection hiver, c'est pas mal. En fait, il n'y avait pas que toi qui te disais ça. Il y avait aussi tous les gens autour de toi, de ton milieu social, qui pensaient la même chose. Tu vivais dans un petit bled, tu bossais, je sais pas, n'importe quel boulot qui soit pas un boulot de grand bourgeois. Bon, bah, tous les gens autour de toi, ils pouvaient pas se l'acheter, le t-shirt Gucci à 1650 €. Donc, personne n'en avait. Donc, il n'y avait pas d'ostracisation sociale à pas le porter. Mais maintenant, tu peux, dès le lendemain du jour où tu as vu le t-shirt Gucci à la télé, aller sur Shein et aller t'acheter une version à 10 balles, et les autres font la même chose. Et ça crée un truc quand même socialement, qui est que c'est plus aussi simple de consommer simplement les 3 trucs qui sortent comme ça, parce qu'en fait, il y a un flux de nouveautés permanent, et ce flux de nouveautés permanentes est hyper incité à le consommer. Un truc qui ressort vraiment de ce que j'ai lu, c'est que ce qui est en jeu, c'est pas tant la durée de vie du vêtement comme objet matériel, la durée de vie matérielle du vêtement, que la durée de vie sociale du vêtement. C'est que en créant un énorme flux d'offres de vêtements et en rendant possible l'acquisition de beaucoup de vêtements, plus l'usage d'un marketing extrêmement agressif à base d'influenceurs, etc., il y a un espèce de flux constant et qui se renouvelle en permanence et extrêmement vite de mode qui t'incite à aller acheter tout le temps de nouveaux trucs. Selon Greenpeace, une personne achète en moyenne 40% de vêtements en plus en Europe qu'il y a 15 ans. Et c'est des vêtements, effectivement, de très mauvaise qualité, qui se dégradent assez vite et qui sont jetés assez vite. J'ai trouvé une étude du Parlement européen qui note qu'en Europe, 4 millions de tonnes de déchets vestimentaires sont jetés par an. Mais en fait, cette surconsommation, elle a avant tout des logiques sociales qui viennent en fait du fait que le vêtement, c'est un outil culturel qu'on ne choisit pas aussi consciemment qu'on ne le pense, et que les gens vont être beaucoup plus poussés à changer et à se renouveler au niveau de la garde-robe par des injonctions sociales que par le fait que leur vêtement il a atteint son obsolescence, en fait, si vous voulez. En gros, le vêtement est profondément social. C'est votre environnement culturel dans lequel vous baignez qui va définir votre manière de vous habiller. Quand je dis ça, ça devrait vous sembler relativement évident. Vous vous rendez bien compte que vous vous habillez globalement d'une manière assez proche de gens avec qui, des gens, en fait, des groupes sociaux dans lesquels vous êtes. Vous ne portez pas de kilt, tu vois. Ou alors vous êtes dans le milieu du métal, où là, il y a des gens en France qui se disent « Ah, le kilt, c'est un peu cool ». Mais parce que, culturellement, le kilt a été réhabilité dans ces milieux-là. En fait, à un moment donné, les vêtements que vous portez sont définis par le bain culturel dans lequel vous êtes. Et il y a des pays, par exemple, où bien s'habiller, c'est littéralement mettre sa teub dans une calebasse. T'es le mec stylé du village quand tu habites, par exemple, en Nouvelle-Guinée et que tu portes, donc ça s'appelle un koteka, et le koteka, c'est vraiment un morceau de calebasse que tu portes sur ta bite. Et voilà, c'est pas plus con que porter un pantalon. Dans ce système social-là, c'est comme ça qu'on s'habille. Et c'est tout. Et tout le monde trouve ça tout à fait normal. Ça s'appelle un étui-peigné, un koteka. Cherchez koteka, voilà, vous apprendrez quelque chose. Il a dit vite À chaque fois, vous êtes insupportable. Et dans ces milieux sociaux-là, c'est comme ça qu'on s'habille. Et voilà, et c'est tout. Il faut bien comprendre que le vêtement est social, et même dans des espaces sociaux où le vêtement semble éminemment traditionnel, donc par exemple avec le koteka, donc la calebasse qui est portée sur le pénis, en fait, on se rend compte que c'est pas figé. En fait, le vêtement, quand bien même c'est une calebasse, il change et il varie avec les époques et les moments culturels. Il y a un anthropologue qui s'appelle André Leroi-Gourhan, qui est une grande référence de l'anthropologie, qui dit, je cite, « La mode, dans ce qu'elle a de plus inconstant, n'est pas le privilège de l'Occident moderne. Tous les peuples, pour peu qu'on les ait suivis pendant un demi-siècle, accusent des variations considérables et rapides. Exactement comme chez nous, les baguettes qu'on se passe en travers des narines sont tantôt plus saillantes en os qu'en bois poli, tantôt plus classiques ou excentriques si elles sont courtes ou longues. »
C'est trop intéressant, ça. Ce que le type nous dit, c'est que dans des pays où nous, on considérerait, peut-être avec une vision ethnocentriste, que les gens, eux, ils ont pas les mêmes problèmes avec la mode qu'on a, nous, patati patata, nanana, en fait, ce que nous dit le roi Gourand, c'est, regardez, même dans un pays où le vêtement, ça se résume à une baguette dans le nez, et cette baguette dans le nez, selon qu'elle soit petite, grande, grosse, comment est-ce qu'elle est tournée, est-ce qu'elle est sculptée, la couleur qu'elle a, etc. et tout, il va y avoir des modes, et ça va changer selon les moments sociaux, parce que dans toutes les cultures, il y a des variations, et ces variations, elles vont se performer au travers du vêtement. Il y a une anthropologue qui s'appelle Marie Rouet, qui a travaillé longtemps chez les Samis et qui raconte « Chez les Samis, il n'est pas nécessaire de suivre l'évolution du vêtement pendant un demi-siècle pour observer les effets de mode. D'une année à l'autre, les galons qui décorent le bas de la tunique se multiplient. Les innovations apparaissent sans qu'il soit possible, dans cette société à l'idéologie très égalitaire, de distinguer par son vêtement le riche du pauvre, ni un jeune éleveur d'un leader établi. Les jeunes sont parfois plus actifs dans cette rivalité vestimentaire que les plus vieux, mais tous y participent. » C'est trop intéressant, moi, je trouve. Ça montre que, en fait, il y a dans toute société, dans toute culture, des enjeux autour du vêtement qui dépassent simplement quelque chose qui serait juste un truc de consommation. En fait, le vêtement, c'est une peau sociale. Voilà. Et cette peau sociale, c'est ce que vous allez porter pour essayer consciemment ou inconsciemment de communiquer une identité et aussi d'influencer les impressions que vont avoir les autres personnes avec qui vous interagissez de vous. Comment les gens vont vous percevoir. Si vous portez une veste de costume, si vous portez un perfecto en cuir, en fait, vous essayez de raconter votre identité, mais pas avec des codes que vous inventez, en prenant des codes qui sont en fait des codes culturels de la société dans laquelle vous êtes. Et comprenez bien que même lorsque vous pensez vous habiller de manière underground en étant hors de la culture dominante, en fait, vous rentrez quand même dans un jeu culturel et dans une mise en scène, dans l'opposition, cette fois, aux vêtements. Le sémiologue Roland Barthes disait, à propos du vêtement, je cite, que le vêtement est un code véritable car il communique. Et en fait, quand on réfléchit comme ça, on se rend compte que oui, le vêtement, c'est pas juste du tissu. C'est quelque chose qui a énormément de sens et c'est très très compliqué de s'extraire des modes parce qu'en fait, elles nous racontent socialement. C'est très important de comprendre qu'on est déterminé par son environnement et qu'à partir de là, tous nos goûts vont être poussés par une certaine contrainte sociale et qu'on ne choisit pas tant que ça comment on s'habille. En fait, le vêtement nous est imposé plus qu'on ne décide la manière dont on va s'en emparer. Un bon exemple, je pense, qui parlera à tout le monde, puisqu'on a parlé de J.K. Rowling la dernière fois, c'est les robes. Si on vous a assigné homme à la naissance et que vous êtes resté dans ce genre d'assignation, en fait, pendant toute votre enfance, on vous a interdit le port de la robe. On vous a dit, ah non, mais attends, un petit garçon, ça porte pas de robe, hein, tu peux pas porter les robes, etc., etc. Et en fait, cet interdit, vous l'avez potentiellement profondément intériorisé, au point qu'arrivé à l'âge adulte, vous seriez incapable de porter une robe sans avoir l'impression de transgresser un interdit social qui est en fait totalement arbitraire. C'est juste un bout de tissu, c'est juste un vêtement. Ça change quoi que ce soit une robe? Non, en fait cette robe, elle est pas portable. Un autre exemple que la robe, ça peut être si vous veniez d'un milieu très bourgeois. Il y a des tenues avec lesquelles vous sortiriez pas dans la rue parce que vous diriez oh mon Dieu, mais ça c'est tellement transgressif, tellement grave, il faut pas du tout que je m'habille de cette manière-là, etc. Ou à contrario, si vous venez d'un milieu populaire, quand vous portez un costume, vous avez l'impression d'être déguisé parce que pour vous c'est pas l'habit de votre monde culturel. Donc ce que vous portez, vous vous dites mais c'est pas cet habit, c'est pas moi qui le porte. Il y a souvent les gens, ils ont cette expression, c'est ton habit qui te porte. C'est mon costume qui me porte, pour dire qu'ils sont mal à l'aise dedans. Vous voyez l'idée ? C'est exactement ça. En fait, le social agit notre rapport aux vêtements. Et donc, on ne choisit pas tant que ça, au final, nos vêtements. On ne choisit, je pense, à la fin, que la couleur du t-shirt qu'on nous a autorisé à porter. Si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous dire qu'il faut rien faire vis-à-vis de la fast fashion. Et que si les gens consomment, c'est du déterminisme culturel et qu'on peut rien y faire. Faut pas abuser non plus. Mais en fait, je pense qu'il faut changer le discours lorsqu'on aborde ces questions de la consommation de tel ou tel produit vestimentaire. Il faut comprendre qu'il y a une désirabilité symbolique de certains vêtements et que si on se contente de dire aux gens d'une manière hyper culpabilisante, oui, t'as qu'à arrête d'acheter ça, tu pollues, tu vois. Mais qu'en même temps, on n'a aucune réponse pour compenser cette désirabilité sociale. En fait, on demande aux gens
littéralement de s'humilier socialement. Et ça, c'est pas OK. Le travail, il doit se faire, certes, sur la dénonciation de marques comme Shein, hein, c'est pas un problème de le faire, hein, on est bien d'accord, mais il doit se faire aussi sur créer une désirabilité d'autres types de vêtements, d'autres types de consommation de ces vêtements, etc., etc. Il doit se faire en nous amenant toutes et tous à penser la mode hors de la fast fashion, mais en ayant des propositions qui peuvent répondre aux différents enjeux. Parce que c'est très facile, en fait, d'arriver en mode je suis un bobo parisien, je travaille en asso, et je dis tout le monde peut s'habiller en friperie, tu trouves des trucs trop bien en friperie, nanana. C'est pas vrai. C'est trop simple de résumer le truc à mais vous avez qu'à arrêter de consommer de la fast fashion et aller acheter de la friperie. Moi, je crois que c'est absurde. Et en fait, on doit trouver, je pense, d'autres alternatives sociales qui comprennent en fait les enjeux culturels spécifiques à certains groupes, par exemple les jeunes, à certains moments de la vie, à certains milieux particuliers. Tout le monde n'a pas le moyen de s'habiller, ne serait-ce qu'en habit de friperie. Hein. Il y a des boulots où c'est pas toléré, hein, où on va te faire des remarques. Tu vas arriver dans l'endroit où tu bosses, on va te faire des remarques sur comment t'es habillé, pourquoi tu t'habilles comme ça, etc., etc. Et tu peux pas arriver avec de la seconde main où ça va vraiment te poser des problèmes professionnellement et t'as pas assez d'agentivité dans ton milieu de travail pour pouvoir t'opposer à ça. Je vous rappelle que la norme, c'est comme ça qu'elle agit sur nous. C'est si jamais tu sors de mes cases, si jamais tu sors de la route, attention, tu vas te faire écraser par tous les autres. On a tous déjà vécu ce moment. Je vous raconte le moment. C'est le moment où vous vous habillez, voilà. Disons, moi, je suis un type qui porte des t-shirts noirs. Je suis un gars, je porte tout le temps des t-shirts noirs et tout. Et un jour, je me dis, vas-y, allez, je vais mettre un t-shirt blanc. Et ce jour-là, pour la première fois, tu mets un t-shirt blanc. Et tu marches dans la rue avec ton t-shirt blanc. Et t'as l'impression que tout le monde te regarde. T'as l'impression que tout le monde est là en mode, t'as vu, il a mis un t-shirt blanc, mais t'as vu le t-shirt blanc, nanana. On a tous déjà vécu ce truc de porter un vêtement qu'on n'a jamais porté, un type de vêtement qu'on n'a jamais mis, et d'être en mode, oh mais regarde, tout le monde le voit. C'est comme si tout le monde était derrière. Oh non mais waouh, t'as vu ce qu'il a mis comme vêtement? Oh mais quoi? Il a mis une doudoune sans manches, tu te rends compte, il a mis une doudoune sans manches et tout, tu vois? Et tout le monde s'en bat les reins, soyons clairs, tout le monde s'en bat les reins. Mais toi, t'as ce truc de dire, mais tout le monde s'en rend compte parce que tu changes une habitude. C'est comme la première fois que tu sors en portant des lunettes ou un truc comme ça, tu vois. Parce que quelque chose de ta peau sociale a changé. Et du coup, ça modifie ton rapport aux autres. Les gens qui sont en mode, moi, je m'habille comme je veux, moi, ça ne me touche pas, etc. et tout, vous êtes dedans. Vous suivez des modes aussi. Ne pensez pas que vous êtes hors norme. Si vous étiez hors norme, vous porteriez un étui pénien. Vous n'êtes pas capable de porter un étui pénien, je vous le dis. Vous êtes comme les autres. Vous portez un pantalon, un t-shirt, machin. Vous êtes dans le rail. Vous êtes dans le rail. Bon, tout ça pour dire, une fois qu'on a dit tout ça, à quoi ça nous amène? En gros, ça nous amène à constater que juste dénoncer la fast fashion, pour moi, c'est une roue qui tourne à vide. Ça va convaincre des gens déjà politisés, ça va convaincre des gens qui sont dans certains milieux, qui vont pouvoir aller vers ces alternatives-là. Mais grosso modo, ça propose pas réellement une réflexion sur nos pratiques sociales réelles au niveau du vêtement. La seule chose positive que je vois là-dedans, c'est qu'en ayant des influenceuses, je le fais avec les doigts, par exemple, d'un milieu féministe, queer, etc., qui se mettent doucement à aller de plus en plus vers de la fripe, de la seconde main, ou des habits qui sont faits de manière plus éthique, etc., etc. Bon, ça crée une nouvelle désirabilité sociale qui est en train de peut-être inciter d'autres personnes à consommer différemment. Mais si on veut atteindre l'effet de masse que peut avoir la fast fashion, je crois qu'il faudrait vraiment avoir une stratégie que je n'ai pas personnellement, je ne sais pas exactement comment il faudrait faire, mais une stratégie beaucoup plus pensée sur nos rapports sociaux, anthropologiques, sociologiques aux vêtements et moins considérer les gens comme des espèces de consommateurs omniscients, capables au fond de s'extraire des normes et d'agir contre toute force structurelle. Parce que ça, c'est un mythe, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Donc, je crois qu'il faut détricoter ça de son cerveau, se remettre un petit peu dans les bases de la pensée finalement de gauche, qui est une pensée sociale, et se dire comment est-ce qu'on peut prendre en compte le social pour essayer de proposer des réponses à ça. Et je crois qu'il y a des possibilités, il y a des choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à faire, mais pour le moment, souvent, quand je vois le discours sur la fast fashion, ça se résume à une liste de problèmes qui sont réels, mais qui ne vont pas être capables d'inciter, je pense, les gens à consommer différemment. Il y a plein d'histoires dans le monde de marques qui produisaient des trucs, mais qui étaient tellement à la mode,
tellement stylé et tout le monde voulait acheter ça. Et c'était vraiment le truc le plus cool d'une période et on n'aurait jamais pu imaginer que ça s'arrête. Et du jour au lendemain, ça s'est cassé la gueule parce que nos pratiques sociales ont changé. La marque Quicksilver, la marque DDP, Diddle. Mais oui, voilà, Diddle, les gens avec les gens avec les trucs Diddle et tout, machin, il y en avait partout. Eleven Paris et son t-shirt avec la moustache et le doigt comme ça. Vous voyez des trucs qui étaient incroyablement à la mode et incontournables et qui ont juste disparu pour certains. Le problème, c'est qu'on voudrait se différencier tout en restant dans la norme. Bah, en fait, se différencier, c'est rentrer dans une norme hétérodoxe. C'est pas sortir de la norme. C'est la différence entre norme orthodoxe et norme hétérodoxe. Je vous fais du Pierre Bourdieu, là. La norme orthodoxe, c'est la norme dominante. C'est la manière dominante d'agir et de s'habiller. Par exemple, norme dominante, homme cis égale, porte un pantalon, et un t-shirt sur lequel il y a rien d'écrit, t-shirt noir. C'est globalement, je m'habille dans cette norme-là, tu vois. Norme hétérodoxe, ça pourrait être d'être en mode, non, mais moi, je suis un homme cis, mais je suis un peu différent. Je porte une jupe, je mets du vernis à ongles, etc. et tout. C'est toujours une norme. T'es toujours dans une norme, en fait, d'un autre groupe social, etc. et tout. Que tu performes, mais tu restes dans la norme. Quelque chose qui serait totalement hors de la norme, ce serait vraiment de faire un truc que personne ne fait et qui serait totalement inimaginable et qui ne serait rattachable à aucun code. Ce serait vraiment prendre des emballages de lait et les agrafer et te les entourer autour, même pas autour de la teub, tu vois, parce que là, t'es encore dans une norme. Tu te les entoures que autour du haut du crâne, tu vois, et tu te balades avec ça et t'as 2 boîtes de Kleenex pour faire des chaussures et tu marches comme ça et tu te dis non mais moi je suis hors de la norme, les gens, tu vois. Après tu te fais arrêter par la police et interné, quoi. On crée des normes, on est toujours dans la norme, mais je sais pas pourquoi ça pose autant de problèmes aux gens, parce que je pense que ça remet quelque chose de leur croyance au fait qu'ils sont un individu autodéterminé. Et ce qui est hyper drôle, c'est que les mêmes personnes, généralement, tu leur parles du destin. Et tu leur dis, moi, je crois pas au destin, par exemple. Je pense pas qu'on ait un destin. Et les gens, ils sont en mode, quoi? Non, mais moi, si, mais je pense l'univers, machin et tout. Tu vois, les gens, ils croient aux horoscopes, ils croient au destin, mais pas à la norme sociale. Tu dis, mais la norme sociale, oui, c'est agissant, mais c'est quand même moins agissant que l'horoscope, où le mouvement des planètes est censé déterminer la manière dont tu vas passer ta journée. C'est quand même moins agissant que le destin. On est dans la norme, on est agi par les normes et en fait on bricole avec à l'intérieur de nos normes. Mais on peut pas s'en émanciper, c'est pas possible, c'est comme ça. Vous êtes dedans, quoi. On résoudra pas à nous seuls le problème de la fast fashion et c'est pas mon but. Moi, tout ce que je voulais souligner, c'est l'importance de regarder la chose du point de vue sociétal, de poser la question du point de vue de nos pratiques culturelles et voilà, d'être moins dans l'injonction culpabilisante. Je pense que c'est très important. Maintenant, la proposition de loi qui avait été faite au départ à l'Assemblée, elle était quand même assez intéressante. Donc c'était la loi qui était destinée à réduire l'impact environnemental de la fast fashion, qui a été donc examiné au Sénat le lundi 2 et le mardi 3 juin et adopté le mardi 10 juin. C'était un texte assez ambitieux qui prévoyait à la base des trucs comme la création d'un malus à destination des acteurs de la fast fashion, et même l'interdiction de leur publicité. Donc il y aurait plus de pub pour Shein, ce genre de trucs, donc ça aurait pu être pas mal. Et il y aurait eu un système de score environnemental sur lequel auraient été indexés justement les malus, les interdictions publicitaires, etc., etc. Malheureusement, le texte a été grosso modo vidé par le Sénat, qui ont notamment rendu le système de score environnemental beaucoup moins exigeant. Donc en gros, tout le monde va passer entre les mailles du filet. Castaner a été l'un des artisans de ça, hein. Il a beaucoup pris la parole dans les médias. Sur BFM, il a déclaré en parlant du malus prévu dans la loi que c'était, je cite, dégueulasse, une mesure de feignant qui vise à faire payer plus en taxant les produits pour les classes les plus populaires. Donc on finit avec un P de mouche, on finit avec une loi creuse, comme d'hab en ce moment, j'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est à chaque fois à l'Assemblée comme ça que ça se passe. Mais une loi existante qui pourrait potentiellement amener à être renforcée, qui pourrait amener des mesures plus fortes, qui pourrait donner des résultats sur un temps plus long. On aurait voulu que la loi fonctionne dès le début. Ça n'a pas été le cas. Mais le fait qu'elle existe, elle donne la possibilité que demain, peut-être, il y a un renforcement de la loi et qu'on revienne à ce que le texte était à l'origine, c'est-à-dire quelque chose qui vienne vraiment bloquer et réduire la consommation de cette fast fashion qui est en train de pourrir le monde entier. Une grosse merde, Castaner.